Alors que la planète tout entière retient son souffle en attendant les résultats des élections américaines, certains tentent de prédire le résultat à l'aide des fameux sondages. Les sondages. Mais voilà le problème. Ces sondages nationaux sont incapables de véritablement prédire le gagnant. En fait, ils donnent souvent une image trompeuse. La clé pour gagner la présidence américaine, le collège électoral. Les États-Unis sont en effet l'un des rares pays à élire leur président au moyen d'un système où, au lieu d'un scrutin au suffrage universel direct, chaque État se voit attribuer un certain nombre de grands électeurs qui votent ensuite officiellement pour le président. De ce fait, même si les sondages donnent une idée de la popularité d'un candidat, ils ne prédisent pas exactement qui occupera le poste de président. En 2016, Donald Trump a par exemple été élu président, bien qu'il ait remporté près de 3 millions de voix de moins que son adversaire Hillary Clinton. Et c'est loin d'être un cas isolé dans l'histoire des élections américaines. Ce qui compte vraiment, donc, c'est de gagner suffisamment d'États pour atteindre le chiffre magique des 270 votes électoraux, soit plus de 50% des 538 grands électeurs. Pour parvenir à obtenir ces 270 votes électoraux, il faut d'abord être choisi comme candidat par son parti. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Aux États-Unis, les deux principaux partis politiques, les républicains et les démocrates, organisent des primaires pour décider de leur candidat à la présidence. Pendant plusieurs mois, chaque candidat tente alors de prouver qu'il mérite d'être le leader de son parti par l'intermédiaire de débats, de réunions publiques, d'interviews télévisées, de publicités électorales et tant d'autres. En 2024, la primaire républicaine a donc vu Donald Trump émerger comme candidat incontesté après avoir repoussé plusieurs challengers. Et malgré des batailles juridiques et de nombreuses controverses, Trump a consolidé son emprise sur le parti républicain, s'assurant une nouvelle fois une place sur le bulletin en tant que candidat du parti à la présidentielle. Du côté démocrate, la course a pris un tournant dramatique. Le président Joe Biden, face à des préoccupations croissantes concernant son âge et sa capacité à remporter un autre mandat, s'est retiré en juillet 2024, laissant sa place à sa vice-présidente, Kamala Harris, désignée comme sa successeur. Harris a rapidement rallié le parti démocrate, obtenant les délégués nécessaires lors d'un vote virtuel et marquant l'histoire en devenant la première femme de couleur à diriger la candidature présidentielle d'un des deux grands partis. Se positionnant comme une adversaire déterminée face à Donald Trump et mettant souvent en avant son expérience de procureur confronté à un candidat avec des condamnations criminelles, la campagne de Harris a immédiatement pris de l'élan. Les deux candidats parcourent les États clés, investissant massivement dans la publicité et les événements publics, tout en mobilisant leur base sur les réseaux sociaux. Chaque geste, chaque discours est calculé dans le seul et unique objectif d'obtenir la majorité des voix du collège électoral, car comme l'histoire l'a montré, gagner le vote populaire ne garantit pas la présidence. Mais alors comment fonctionne ce fameux collège électoral ? Eh bien, quand les Américains votent pour le président, ils ne votent pas directement pour le candidat. Ils votent en fait pour un groupe de grands électeurs qui représentent leur État. Chaque État reçoit un certain nombre de grands électeurs en fonction de sa population, et voici comment cela est déterminé. Un État obtient le même nombre de grands électeurs que sa représentation au Congrès, soit un pour chaque membre de la Chambre des représentants, l'équivalent local de l'Assemblée nationale française, plus un pour chaque sénateur, sachant que chaque État, quelle que soit sa taille, dispose de 2 sénateurs. Par exemple, la Californie a une grande population et par conséquent, 52 sièges à la Chambre des représentants, soit en moyenne un représentant pour 752 000 habitants. En revanche, le Wyoming, qui a une population beaucoup plus petite, n'a lui qu'un seul représentant, soit un représentant pour 586 000 habitants. Jusque-là, pas de problème, mais lorsque l'on ajoute les 2 sénateurs dont dispose chaque État, la Californie obtient 54 grands électeurs, tandis que le Wyoming en obtient 3. Et lorsque l'on ramène cela à la population totale de chaque État, on se rend compte qu'un vote au Wyoming a presque 4 fois le poids d'un vote en Californie. Ce type de disparité existe partout dans le pays en raison de la manière dont le collège électoral est structuré, et la plupart des États suivent un système dans lequel le gagnant remporte tout, ce qui signifie que celui qui obtient le plus de voix dans un État remporte tous ses grands électeurs, qu'il gagne avec une large majorité ou avec un seul vote d'avance. Les seuls États à faire exception sont le Maine et le Nebraska, qui eux divisent proportionnellement leurs grands électeurs. Voici donc la carte des résultats de l'élection présidentielle de 2020, avec en rouge les États républicains et en bleu les États démocrates. Seulement, si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'aucun État n'est entièrement rouge ou bleu. Le Texas a par exemple recensé plus de 5 200 000 votes en faveur de Joe Biden,
Mais les 38 grands électeurs ont pourtant été attribués à Donald Trump. Le système déplace donc le centre de l'élection vers les swing states, ces États pivots qui peuvent voter soit républicains, soit démocrates, en fonction des années, et faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi Donald Trump et Kamala Harris s'y sont rendus plus d'une trentaine de fois respectivement, tandis que la Californie, un État fortement démocrate, et le Texas, lui fortement républicain, sont source de moins d'efforts de la part des deux partis. Mais si le système de collège électoral pose autant de problèmes, pourquoi existe-t-il encore aujourd'hui ? Bien, le collège électoral n'a pas été créé par hasard. Il a été conçu comme un compromis entre les États du Nord et du Sud lors de la rédaction de la Constitution américaine. À l'époque, les États-Unis étaient composés uniquement de 13 États et avaient besoin d'un système qui leur permettrait de s'entendre sur la manière d'élire un président. Par ailleurs, l'esclavage était au centre des débats, puisque les États du Nord, en grande partie anti-esclavagistes, voulaient que seules les personnes libres soient comptabilisées dans la population utilisée pour répartir les grands électeurs. Mais les États du Sud, eux, pro-esclavagistes, craignaient d'être constamment minoritaires et voulaient que les esclaves soient comptés dans leur population, même s'ils ne pouvaient pas voter. Le compromis des 3/5 a donc été établi, stipulant que chaque esclave compterait comme 3/5 d'une personne pour le calcul des grands électeurs, équilibrant donc la balance entre les États du Nord et du Sud. Mais que nous réservent donc les élections américaines dans le futur ? Le système électoral américain, avec toutes ses particularités, ne se termine pas le jour de l'élection. Une fois les votes comptés, une période de transition s'amorce, permettant au président élu de préparer son mandat. Le 20 janvier, lors de la cérémonie d'investiture, le transfert officiel du pouvoir a lieu, marquant le début d'une nouvelle administration. Mais au-delà du processus même, l'avenir des élections américaines est rempli d'incertitudes. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, le paysage médiatique a radicalement changé. Les candidats investissent désormais autant de temps et d'argent sur TikTok et Instagram que dans les meetings traditionnels. Le rôle croissant des nouvelles plateformes numériques pourrait donc bien remodeler la manière dont les campagnes politiques sont menées à l'avenir. Et puis il y a la question du collège électoral, qui reste une source de frustration pour une grande partie des électeurs. Les appels à une réforme pour un système de suffrage universel direct continuent de résonner, et bien que ces tentatives aient échoué par le passé, l'avenir pourrait bien apporter des changements inattendus.